Nous allons parler des troubles du sommeil aujourd'hui. Il existe plusieurs critères pour évaluer le sommeil normal dans les différentes études épidémiologiques. Critères objectifs basés sur la durée et la qualité du sommeil et des critères objectifs liés aux facteurs de variation du sommeil tels que l'âge et le sexe. Et il existe des critères subjectifs tels que rechercher un mauvais sommeil, un sommeil récupérateur, ou appelé aussi un sommeil satisfaisant, ou évaluer les conséquences dures d'un mauvais sommeil. Deux éléments caractérisent un sommeil normal, c'est la durée du sommeil, car 20% des sujets dorment 8 heures de sommeil, et la qualité du sommeil, qui peut être évaluée sur l'existence ou non d'une insomnie, de réveil fréquent, d'un réveil précoce ou d'un sommeil réparateur. Le mauvais sommeil constitue une vraie épidémie. Dans une étude faite aux États-Unis, où on a posé la question « Avez-vous déjà eu dans votre vie un trouble du sommeil ?» 95% ont répondu par oui. Une étude qu'on a effectuée au CHU de Fès, qui a concerné le personnel, 300 personnels âgés entre 23 et 46 ans, 52,7% présentent un mauvais sommeil. Un chiffre moindre a été retrouvé dans une autre étude faite au CHU, et cette fois, elle concernait les consultants au centre diagnostic. Et dans cette étude-là, 15% avaient un sommeil qui est qualifié de ni bon ni mal, et 11% avaient un sommeil qui est mauvais. Les études épidémiologiques se sont intéressées à la durée totale du sommeil, et un critère indirect, c'est la somnolence. Une prévalence moyenne de somnolence dans la société occidentale a été estimée dans l'étude Pertienne en 2011, a été estimée à 5-15% de la population totale. Et la population la plus générale semble être les différents métiers, et une grande partie des différents métiers dans l'étude de Bonnet et Aron est chroniquement privée de sommeil. Les groupes à risque sont les médecins, les infirmiers, les pompiers, les camionneurs, les policiers, les conducteurs de train durant la nuit et les étudiants du collège et lycée. On note ici, il s'agit essentiellement de métiers de nuit. L'étude qui a été faite chez le personnel en 2014 retrouve une population de personnel 58,9% qui est privé de sommeil avec une durée de sommeil qui est inférieure à 6 heures. Deux sondages réalisés au début et à la fin du siècle dernier ont montré que la durée de sommeil a été réduite de 1,5 heures chez les Américains. Les facteurs de réduction essentiels sont l'industrialisation, le développement de l'environnement sonore et de la lumière, et un nombre croissant de personnes qui travaillent dans le travail postal. Et aussi le développement des moyens de télécommunication. Au début, c'était la télévision et la radio, et actuellement, on a le développement de l'Internet et des réseaux sociaux. Donc, une autre étude qui a été faite chez la population générale en 1995, qui a intéressé plusieurs pays, aussi bien des pays développés que des pays développés, a montré que les troubles mentaux, les troubles du sommeil sont fréquents aussi bien dans les pays développés que dans les pays du tiers-monde. À titre d'exemple, 8,3% ici au Japon et 14,5% au Nigeria. En 2000, Léger a réalisé une étude chez les Français et il a trouvé que chez les Français, 57% avaient des problèmes, des difficultés d'endormissement, ce qu'on appelle l'insomnie d'endormissement. 53% se réveillaient fréquemment la nuit, ce qu'on appelle l'insomnie de maintien. Et 41% avaient une durée de sommeil courte, 73% avaient au moins un de ces troubles.
La prévalence des troubles du sommeil dans une étude réalisée chez le personnel de santé du CHU de Fès est de 88,3%. En concernant la question, est-ce que vous avez un sommeil de mauvaise qualité? Les troubles du sommeil sont classés dans une classification internationale qui s'appelle l'ICSD. Cette classification permet a été établie par quatre grandes sociétés, l'Académie américaine de sommeil, de médecine de sommeil, la Société européenne de recherche en médecine de sommeil, la Société japonaise de recherche en médecine de sommeil, la Société de médecine de sommeil américano-latine. Il y a une autre classification qui s'appelle la DSM. Cette classification est plutôt une classification des troubles mentaux, mais qui inclut aussi une classification des troubles du sommeil. Il est actuellement à sa version 6. C'est une classification établie par l'Association américaine de psychiatrie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette classification internationale ICSD des troubles du sommeil qui existe actuellement dans sa version 3, publiée en 2014. Dans cette classification ICSD3, on trouve 7 rubriques. Tout d'abord les insomnies, les troubles respiratoires liés au sommeil, les hypersomnies centrales, les troubles du rythme circadien, les parasomnies, les mouvements liés au sommeil et les autres troubles du sommeil. Mais en réalité, il existe deux plaintes majeures qui vont motiver la consultation pour ces troubles du sommeil. Vous avez une manifestation, une plainte nocturne qui est l'insomnie soit d'endormissement, soit de maintien ou un réveil précoce, ou une manifestation diurne qui est la somnolence diurne excessive. L'insomnie, c'est quoi? Nous allons faire un aperçu des principaux troubles du sommeil. C'est vrai qu'on va étudier surtout les troubles respiratoires du sommeil après, mais il faut savoir que les diagnostics différentiels avec les troubles respiratoires du sommeil sont très importants parce qu'ils peuvent prêter soit confusion avec ces troubles respiratoires du sommeil, soit exister de manière concomitante avec ces troubles. On va commencer par l'insomnie. L'insomnie, c'est quoi? C'est la difficulté de s'endormir, c'est ce qu'on appelle l'insomnie d'endormissement, ou de rester endormi, c'est ce qu'on appelle l'insomnie de maintien. Avec comme conséquence de la somnolence diurne, de la fatigue et une diminution des performances au cours de la journée. Donc il y a bien une répercussion diurne de cette insomnie. Il y a des critères diagnostiques qui sont établis par l'ICSD pour retenir le diagnostic d'insomnie. Et pour cela, on a tout d'abord besoin de la plainte subjective du trouble d'endormissement, des difficultés de maintien de sommeil ou d'éveil précoce, donc l'un de ces trois, ou de sommeil habituellement non récupérateur, ou de sommeil de mauvaise qualité. Sommeil non récupérateur, c'est-à-dire que le sujet se sent comme quoi il n'est pas, comme s'il n'a pas dormi, malgré une durée de sommeil éventuellement suffisante. Les difficultés de sommeil surviennent en dépit des conditions de sommeil qui sont adéquates. En plus de ça, il faut la présence d'au moins un symptôme diurne qui traduit le retentissement de cette insomnie. Et parmi ces symptômes, vous avez la fatigue pour le malaise, les troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, c'est les troubles cognitifs, les troubles de l'humeur ou l'irritabilité, dépression, anxiété, la somnolence diurne excessive, la diminution de la motivation, de l'énergie, des initiatives, c'est un peu un état dépressif, les erreurs, les accidents de travail ou lors de la conduite de voiture ou d'automobile, les symptômes de somatisation, tension, céphalée, troubles gastro-intestinaux, qui sont en rapport avec la perte du sommeil. Et puis, vous avez la recherche de préoccupation, d'inquiétude par rapport au sommeil, des gens qui vont avoir leur vie centrée sur ce mauvais sommeil. Quelques données épidémiologiques. Il n'y a pas beaucoup d'études faites au Maroc concernant les insomnies. Au centre psychiatrique universitaire de Casablanca, il y a une étude qui a été réalisée à Essaouira et à Casablanca, avec des données qui concernent surtout l'insomnie chronique. Donc les chiffres de prévalence d'insomnie sont estimés à Essaouira
autour du Maroc autour de 20%, avec une différence entre Essaouira où la prévalence est estimée à 17,41, avec une certaine différence entre les femmes et les hommes, et à Casablanca, une prévalence aux alentours de 18,31% si on tient compte des insomniaques en totalité, 20% si on tient uniquement les insomniaques chroniques. Dans l'étude du personnel du CHU de Fès, 48,30% du personnel avait un mauvais sommeil, un sommeil de mauvaise qualité, et 40% avaient une insomnie d'endormissement, 38,3% une insomnie de maintien avec des réveils fréquents, et 32% avaient une insomnie avec des réveils précoces. Donc, dans l'étude qui a été faite chez les consultants du centre de diagnostic du CHU, on trouve une prévalence en tenant compte de la latence d'endormissement. On parle d'insomnie lorsque la latence d'endormissement est supérieure à 45 minutes, une insomnie probable lorsque la latence d'endormissement est entre 30 et 45 minutes. Donc si on tient compte de ces deux chiffres-là, les gens qui ont une latence d'endormissement supérieure à 45 minutes sont de l'ordre de 32,7%. Les gens qui ont une prévalence, une latence d'endormissement entre 30 et 45 minutes sont de l'ordre de 20%, ce qui fait une prévalence très importante des insomniaques aux alentours de 52%. On va parcourir les étiologies des insomnies. Il y a plusieurs classifications des insomnies. Il y a ce qu'on appelle les insomnies occasionnelles. La plupart de nous, ou des adultes de manière globale, ont occasionnellement des nuits d'insomnie. Mais c'est souvent lié à des événements de la journée ou à des changements brusques de l'état de santé. Et dans un groupe plus restreint de patients, cette insomnie va persister pendant des semaines, des mois ou des années et va voir s'installer une insomnie chronique. Et ceci conduit à des symptômes importants avec un retentissement psychologique et médical. Il y a ce qu'on appelle les insomnies primaires, qui représentent plus d'un tiers de l'ensemble des cas d'insomnie chronique, dont la forme la plus importante, c'est la forme psychophysiologique, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale et l'insomnie idiopathique. Et il y a aussi l'insomnie secondaire, qui est souvent secondaire à un trouble spécifique du sommeil. Donc, concernant les insomnies primaires, la forme psychologique est la forme la plus caractéristique de l'insomnie, et elle est caractérisée par une tension somatisée, avec des associations conditionnées qui empêchent le sommeil. C'est des gens qui vont voir le lit comme un lieu plutôt d'éveil que du sommeil. Donc ils sont conditionnés par cette sensation, ce qui fait qu'ils vont avoir du mal à s'endormir lorsqu'ils sont dans leur lit habituel de sommeil. Mais de manière caractéristique, dans un nouvel environnement, ces personnes parviennent à bien dormir, loin des associations qui rappellent leur difficulté à s'endormir. Donc il y a aussi dans les insomnies primaires ce qu'on appelle l'insomnie paradoxale. C'est une difficulté à sentir le sommeil. C'est l'incapacité de reconnaître l'apparition du sommeil. Ces patients ont un sommeil normal lorsqu'on fait de la polysomnographie, mais ils disent avoir ignoré, avoir dormi. C'est une sorte de mauvaise gnosie du sommeil. Il y a aussi l'insomnie idiopathique, c'est une anomalie dans la capacité neuronale à atteindre un sommeil suffisant. C'est généralement d'apparition à un âge très jeune dans l'enfance et qui va persister sous forme de sommeil fragmenté et non réparateur. Puis vous avez l'insomnie secondaire, c'est plutôt secondaire à un trouble spécifique du sommeil, et dans ces troubles spécifiques, on va revenir à la classification internationale, et on va trouver les troubles du rythme circadien, le syndrome de jambes sans repos, les mouvements périodiques de jambes et le trouble respiratoire du sommeil. C'est quoi les troubles du rythme circadien? C'est un problème, comme on a vu dans la physiopathologie ou la neurobiologie du sommeil. Donc la régulation du sommeil
Il est régulé par deux mécanismes, le mécanisme homéostatique et le mécanisme circadien. Et ce mécanisme circadien est lié à l'horloge biologique. Cette horloge biologique qui est programmée dans un rythme particulier va être perturbée par la désynchronisation des cycles comportementaux de l'individu et avec le circuit cycles neuronaux du sommeil, ce qui va entraîner une perturbation du sommeil avec une somnolence diurne excessive et un sommeil de nuit qui est perturbé. La plupart des individus ressentent certains de ces symptômes lors des changements brusques de fuseau horaire ou lorsqu'on fait un travail posté avec un rythme d'horaire tournant, mais d'autres, chez d'autres personnes, ce problème d'horloge biologique va va persister de manière permanente et on assistera à une désynchronisation permanente de l'horloge biologique avec son environnement. Et on distingue essentiellement deux grands syndromes dans les troubles du rythme circadien, ce qu'on appelle le syndrome de retard de phase de sommeil. Et ce syndrome, il est caractérisé par une incapacité à s'endormir avant minuit passé. Et donc, c'est une tendance à dormir très tardivement et à se réveiller le matin très tardivement. Et ceci est fréquemment observé plutôt chez les adolescents. Il y a ce qu'on appelle le contraire, le syndrome d'avance de phase du sommeil, qui est plus fréquent chez les personnes âgées. Ces personnes-là vont s'endormir en début de soirée, donc précocement, et vont se réveiller aux petites heures matinales, et donc ils vont avoir une période de sommeil décalée et précoce. Puis vous avez le travail posté, qui est un autre trouble du sommeil. Ce travail posté, surtout les gens qui vont faire un travail de nuit, un rythme de travail posté avec un travail de nuit. Donc, ces gens-là vont voir s'installer un trouble, une perturbation du sommeil avec une tendance à la somnolence diurne excessive. Il y a autres troubles du rythme circadien, tels que le jet lag. C'est ce qui existe de manière temporaire chez les gens qui vont se déplacer et vont changer de fuseau horaire. Donc on a dit qu'il y a les troubles du rythme circadien. Donc ces troubles du rythme circadien vont être responsables d'un sommeil irrégulier. Ça peut être de l'insomnie d'endormissement, de l'insomnie de maintien, de la somnolence diurne excessive. Dans le syndrome, deuxième groupe d'étiologie d'insomnie, vous avez les syndromes d'apnée du sommeil. C'est plutôt, donc, on va voir ça par la suite dans les cours. Globalement, l'apnée du sommeil, ça se caractérise par quoi? Par des arrêts répétés de la respiration, et ceci va entraîner une fragmentation du sommeil. Cette fragmentation du sommeil va se traduire par des rêves, soit très brefs, qui ne sont pas perçus par le patient, c'est des rêves plutôt électriques, mais qui vont avoir un retentissement au cours de la journée par une somnolence diurne excessive, ou bien des rêves courts et répétés, sentis par le patient, qui peuvent se répéter plusieurs fois dans la nuit et vont être responsables d'une insomnie de maintien plutôt que d'insomnie d'endormissement, avec une tendance à la somnolence diurne excessive. Puis la troisième étiologie de l'insomnie, donc c'est une étiologie d'insomnie d'endormissement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de gens sans repos. C'est un syndrome très fréquent, malheureusement qui est sous-diagnostiqué. Sa prévalence est estimée entre 8,5 et 10%. On a des chiffres semblables dans plusieurs études qu'on a faites au CHU de Fès, au centre de sommeil. Et c'est une cause d'insomnie d'endormissement, particulièrement la forme sévère. Le diagnostic est purement clinique, en absence de diagnostic différentiel, bien sûr. Donc les critères diagnostiques, c'est quoi? On a grossièrement 5 critères, donc les sensations d'impatience, d'inconfort des membres inférieurs, associées à des sensations très particulières, difficiles à décrire par le patient, d'esthésie ou des paresthésies, avec un besoin impérieux de bouger les jambes. Et généralement, c'est de survenue ou d'aggravation au repos, le soir ou au début de la nuit, et ou même en période de réveil, lorsque la patiente va se réveiller la nuit, elle va sentir ces sensations.
Et ces sensations-là sont soulagées par le fait de remuer les jambes ou en marchant. Donc, c'est des patients qui vont déambuler fréquemment avant de dormir, ce qui va entraîner une insomnie d'endormissement. Il y a des critères secondaires qui ne sont pas obligatoires pour le diagnostic. Le retentissement sur le sommeil, donc l'insomnie d'endormissement, les réveils fréquents, la sensation de fatigue, la somnolence diurne excessive, les mouvements allégés et avec un examen neurologique qui est normal. Puis nous avons les mouvements périodiques de jambes. Ça, c'est plutôt un problème qui va survenir au cours du sommeil, et pas au début du sommeil ou période de réveil comme le syndrome de jambes sans repos. Ce trouble est parfois associé au syndrome de jambes sans repos. Il s'agit de mouvements répétitifs, stéréotypés des membres supérieurs, mais c'est surtout des membres inférieurs. Ces mouvements, c'est des mouvements très courts qui vont durer 0,5 à 4 secondes, qui vont se produire à des intervalles réguliers de 20 à 120 secondes et qui peuvent déclencher le réveil, soit des micro-éveils comme ça se passe dans les apnées du sommeil, soit carrément des réveils. Et ces mouvements périodiques de jambes vont être responsables d'insomnie de maintien. Ces mouvements périodiques de jambes accompagnent fréquemment le SARS, mais ils disparaissent avec le traitement du SARS. Mais il y a les mouvements périodiques de jambes idiopathiques qui ne sont pas liés au SARS et qu'il faut bilanter et qu'il faut traiter lorsqu'ils retentissent sur l'individu. Donc le patient peut ignorer le mouvement. Généralement, c'est le conjoint, la personne qui dort avec lui qui va constater le mouvement. On va parler de coups de pied qui sont donnés par le patient. Et le diagnostic est confirmé par la polysomnographie. Aussi bien dans le syndrome de jambes sans repos que dans les mouvements périodiques de jambes, généralement on fait un petit bilan à la recherche d'étiologie. Donc l'étiologie qui est la plus fréquente et qui est la plus facile à traiter, c'est l'anémie ferriprive. C'est pas plutôt l'anémie, c'est plutôt le déficit en fer. C'est le taux de ferritine qui est très bas. Il y a d'autres étiologies telles que l'insuffisance rénale chronique, les maladies vasculaires périphériques, les neuropathies périphériques et les lésions de la moelle épinière. Il y a certains médicaments qui peuvent entraîner des syndromes de jambes sans repos ou des mouvements périodiques de jambes, tels que l'utilisation des antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les antagonistes de la dopamine et de la caféine, peuvent aussi exacerber les phénomènes sensoriels et moteurs. Deux plaintes majeures conditionnent la consultation pour ces troubles du sommeil. Il y a une plainte nocturne qui est l'insomnie et une plainte diurne, comme on a dit, qui est l'hypersomnie et la somnolence diurne excessive. Pour cette somnolence diurne excessive, il y aura un cours spécial qui va parler des mécanismes et des étiologies et des conséquences de cette somnolence avec une conduite à tenir devant une somnolence diurne excessive. Nous allons voir maintenant une approche clinique devant un patient qui consulte pour un trouble du sommeil. Cette approche doit commencer par une vision claire sur les troubles du sommeil qui sont énumérés dans la classification internationale. Les pleins courants du sommeil auxquels on est exposé dans une consultation de sommeil, ce sont tout d'abord la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, c'est le problème d'insomnie. Le problème de tendance à s'endormir pendant la journée, c'est l'épisode d'hypersomnie diurne, ou qu'on qualifie aussi par le terme de somnolence diurne excessive. Troisième plainte courante, c'est l'incapacité de dormir au bon moment. Ça traduit généralement des problèmes de troubles du rythme circadien. Et puis vous avez les autres troubles courants qu'on peut avoir aussi dans une consultation de sommeil. Ça concerne les agitations ou les mouvements périodiques de jambes au cours de la nuit. Donc tout ce qui concerne les parasomnies, tout ce qui concerne des mouvements anormaux. Ça concerne aussi les crises épileptiques nocturnes, le syndrome de jambes sans repos. Donc ces troubles-là peuvent poser des problèmes de diagnostic différentiel avec les troubles respiratoires et les conséquences des troubles respiratoires du sommeil.
Donc le médecin doit évaluer la plainte principale du patient tout d'abord sur la base de l'anamnèse, le questionnaire, l'agenda du sommeil et on va s'aider aussi de certains scores pour évaluer ces éléments-là, l'examen physique et la réalisation enfin de tests au laboratoire pour confirmer les diagnostics. Il est conseillé d'interroger en même temps le partenaire au lit, dans pratiquement la même consultation, ou bien concernant les enfants, c'est pas l'objet de notre consultation habituelle, mais on peut avoir des enfants qui présentent des troubles du sommeil, et donc on aura besoin des parents pour obtenir une histoire adéquate. Donc on va analyser le sommeil de nuit, sa qualité, et bien sûr on va analyser aussi son effet sur le fonctionnement pendant la journée. L'interrogatoire est basé sur un questionnaire du sommeil détaillé. Donc nous avons un questionnaire qui est disponible dans le centre de médecine du sommeil, qui existe en version bilingue et qui va parcourir les données concernant les sommeils normaux et les données concernant le patient, ses antécédents et les données concernant les troubles du sommeil. Donc, dans ce questionnaire, on va analyser tout d'abord les habitudes du sommeil, ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. Donc, on va analyser l'heure de coucher, l'heure du lever le matin, la durée du sommeil. Est-ce que ces horaires de sommeil sont fixes ou bien ils varient dans le temps? Et la variation de ces éléments-là au cours des week-ends. On va voir aussi, est-ce qu'il y a des changements qui sont apparus récemment concernant ces habitudes-là? Quelles sont les activités avant le coucher? Est-ce qu'il y a un travail qui fait le patient? Quel travail il fait avant de dormir? Est-ce qu'il utilise certains moyens pour faciliter l'endormissement? Par exemple la lecture. Est-ce qu'il regarde la télévision dans le lit? Est-ce qu'il utilise son portable? Est-ce qu'il utilise autre chose avant de dormir? Est-ce que la lumière reste allumée pendant la période d'endormissement? Et puis, une fois qu'il est endormi, est-ce qu'il existe des éveils intra-sommeil? Est-ce qu'il fait des mouvements ou des activités au cours de l'éveil intra-sommeil? Et quelle est la qualité de l'éveil matinal, l'horaire, et la qualité de l'éveil? Est-ce que c'est un sommeil qui est réparateur? Donc, le patient, est-ce que ce sent comme quoi il a bien dormi? Est-ce que le patient fait des siestes et la durée des siestes? Est-ce qu'il fait du sport et le moment et l'horaire du sport? Est-ce qu'il a des habitudes de consommation particulières concernant le café et leurs horaires, le thé, l'alcool, les drogues? Donc tout ça, ça existe dans le questionnaire qu'on va donner aux patients et qu'on va vérifier par la suite. Donc on analyse aussi l'environnement du sommeil. Donc est-ce que la température de la chambre favorise l'endormissement? Est-ce que le lit est confortable? Est-ce qu'il existe des nuisances sonores au moment de l'endormissement ou dans l'environnement de l'habitat du patient? La lumière, la quantité de lumière dans la chambre. Est-ce que le patient dort mieux lorsqu'il est en dehors de son lit ou lorsqu'il change d'environnement de sommeil? On va analyser les antécédents du patient, médicaux, psychiatriques, les troubles neurologiques éventuels. Et puis, on va analyser le début de troubles du sommeil et son évolution dans le temps. Est-ce qu'il s'agit d'un trouble nocturne, et en particulier, est-ce qu'il s'agit d'insomnie, d'endormissement, de maintien du sommeil, ou bien un problème de réveil précoce, soit l'un des trois ou les trois, ou bien est-ce qu'il y a d'autres problèmes concernant cette insomnie? Et parmi les questions habituelles, on vous posait, avez-vous sommeil quand vous allez au lit? Et donc il faut différencier entre le temps passé au lit et la période totale du sommeil.
Puis on va analyser éventuellement, est-ce que le patient vient pour consulter parce qu'il a un problème respiratoire au cours du sommeil. Généralement, la plainte respiratoire la plus importante qui constitue le motif de consultation pour le syndrome d'apnée du sommeil, c'est le renflement. Mais on peut avoir aussi les pauses respiratoires qui sont constatées souvent par le conjoint. Est-ce qu'il existe des mouvements anormaux, un endormissement ou au cours du sommeil? La qualité du sommeil, donc c'est pas évident de juger la qualité du sommeil intrinsèque du patient, mais généralement on va l'évaluer par son retentissement matinal. Est-ce qu'il s'agit d'un sommeil réparateur senti par le patient? Comme quoi, est-ce que le patient se sent comme quoi il a récupéré ses capacités le matin et il est capable de passer une bonne journée? On va analyser la durée d'évolution des troubles. Est-ce que c'est des troubles occasionnels ou bien des troubles transitoires? Donc généralement, ça va durer 5 jours à 3 semaines, puis ça va disparaître. Ou bien c'est un problème chronique tel que le problème d'insomnie chronique. Généralement, ça dépasse les 3 mois. On va analyser le retentissement diurne. Donc on a parlé du sommeil réparateur. On va analyser est-ce qu'il y a de la fatigue. Bien sûr, tout le monde va parler de fatigue, mais pour être plus objectif, on va utiliser certains scores, tels que le score de Pichot. On va chercher le manque d'énergie, le manque d'initiative, la tendance à l'irritabilité, les performances au travail, est-ce qu'ils ont diminué ou non, les difficultés de concentration, les troubles de mémoire, les troubles de l'humeur. Et puis, un élément important, c'est la somnolence diurne excessive, pour laquelle on va utiliser le score des PROT, qu'on va voir par la suite de manière plus détaillée. Un élément important qui nous permet de juger la qualité du sommeil, des troubles du sommeil les plus courants, c'est l'agenda du sommeil. Donc, vous voyez ici un exemple d'agenda du sommeil. Donc, c'est un agenda qui va donner ici les résultats de une dizaine de jours de sommeil. Et vous voyez tout ce qui est assuré ici, c'est la période totale du sommeil. Les deux flèches, une flèche en bas qui désigne la mise au lit, et une flèche en haut qui désigne le lever du lit. Ici, vous avez les périodes des siestes. Par exemple, ici, il a fait une sieste d'une heure. Ici, une sieste de 2 heures après une nuit de rêve de sommeil courte. On voit bien que dans cette nuit-là, il y avait un problème. Donc, c'était une période de préparation pour les examens. Vous voyez ici qu'il utilise beaucoup de café pour se réveiller parce que c'est une période d'examen. Vous voyez que il couche tard ici, il se réveille tard, avec des périodes durée totale du sommeil qui sont courtes. Donc, c'est un sommeil qui était perturbé à cause des examens ici, par exemple. Donc, ici, il nous signale la qualité du sommeil, la qualité du réveil et la forme dans la journée. On lui demande de coter ça sur 10. Donc, ça, c'est un exemple d'agenda du sommeil qu'on va voir par la suite dans un atelier spécial de manière plus détaillée. Donc, l'agenda du sommeil, généralement, on la réalise sur une période de 2 semaines. C'est un précieux indicateur d'hygiène de sommeil, mais on peut faire des agendas très prolongés en fonction du type de plainte de sommeil. Donc, elle va nous renseigner sur le coucher, l'heure du réveil, et le découlement du temps entre ces deux périodes-là, les siestes pendant la journée, le temps nécessaire pour s'endormir, les nombres de réveils nocturnes, la durée totale du sommeil, et quels sentiments il a besoin, qui sont au réveil concernant son état de vigilance. Donc, l'agenda du sommeil oriente vers certains diagnostics, on peut même les confirmer, tels que les insomnies d'endormissement, de maintien, le retard de phase, l'avance de phase, la somnolence diurne excessive et les hypersomnies idiopathiques en évaluant la durée totale du sommeil. Par exemple, ici, vous avez un type d'agenda, une période de durée de sommeil normale, pratiquement pas de réveil, entre 22h et 6h du matin et 7h du matin. Quelqu'un qui est insomniaque, vous voyez ici qu'il a beaucoup de trous, et
Et vous voyez, là, il va prolonger son sommeil jusqu'à 2 heures, son endormissement jusqu'à 2 heures, malgré sa misolie. Donc, j'ai pas dit ici la misolie, c'est juste pour vous donner des exemples. Un exemple de retard de phase. Donc, il ne va s'endormir très tardivement, vers 2 heures. Il est obligé de prolonger son sommeil vers 9 heures, mais cette prolongation ne peut se faire que lorsque c'est possible lors des périodes de week-end. C'est pourquoi il faut évaluer la journée de sommeil aussi bien en période de travail qu'en période de repos, c'est-à-dire le week-end. Quelqu'un qui a une avance de phase, un syndrome d'avance de phase avec une durée de une bisolie précoce avec un endormissement précoce vers 21 heures ici et un réveil précoce. Quelqu'un qui a une hypersomnie idiopathie, vous voyez que la durée de sommeil est très longue, elle dépasse 10 heures. C'est parce qu'il y a un problème d'hypersomnie généralement idiopathique. Quelles sont les manifestations principales d'insomnie qu'on va chercher? Donc, bien sûr, les difficultés d'endormissement, les réveils fréquents, y compris les réveils matinales, le manque total de sommeil, sommeil insuffisant, les repentissements diurnes, fatigue ou somnolence, c'est pas évident de différencier les deux, le retentissement sur la concentration, l'irritabilité, tendance à l'anxiété et tendance à la dépression et à l'oubli, les troubles de mémoire, les trous de mémoire, surtout la mémoire courte, les plaintes psychosomatiques telles que les douleurs par exemple. À l'opposé, l'hypersomnie va se traduire essentiellement par la somnolence diurne excessive, c'est la tendance à s'endormir dans un endroit inapproprié et dans des circonstances inappropriées, ça veut dire dans lesquelles le sujet normal a habituellement tendance à résister. Élément important, l'absence de soulagement des symptômes, même après un sommeil supplémentaire pendant la nuit, c'est-à-dire même s'il se réveille tardivement, il se sent toujours le besoin de s'endormir, et ceci on ne peut l'évaluer qu'au cours du week-end. Et puis vous avez la fatigue diurne, qu'on peut qualifier, objectiver de manière plus objective, ça reste toujours subjectif, mais un peu plus objectif, c'est le score de Pichot, de fatigue, parce qu'il y a un score de Pichot de dépression, la tendance, les problèmes de concentration et les troubles moteurs et cognitifs de manière générale. L'examen physique, c'est surtout pour rechercher des causes médicales, donc l'hypertension artérielle éventuellement par exemple, un déficit moteur, un problème d'AVC, séquelles d'AVC par exemple, ou neurologique, de l'insomnie ou de l'hypersomnie ou des parasomnies aussi. L'examen physique des patients avec SARS peut découvrir certains éléments physiopathologiques et études pathogéniques, c'est que des anomalies anatomiques des voies aériennes supérieures. Donc globalement, en fonction des types d'atteinte, on a dit qu'il y a principalement deux types d'atteintes. Vous avez la somnolence diurne excessive, vous avez l'insomnie et les autres troubles du sommeil. Si vous avez de la somnolence diurne excessive, on va l'évaluer à sa sévérité, c'est les portes. On va évaluer la possibilité d'un trouble respiratoire du sommeil, parce que c'est une étude très fréquente de la somnolence diurne excessive. Donc là, vous aurez une arbre décisionnelle de prise en charge lorsqu'on va parler de la somnolence diurne excessive. Et s'il n'y a pas d'orientation vers un trouble respiratoire de sommeil, donc en tant que médecin généraliste, en tant que quelqu'un qui est formé juste pour les troubles respiratoires du sommeil, il faut adresser le patient à un spécialiste du sommeil pour une évaluation objective, et là on pourra éventuellement faire soit une analyse minutieuse des autres troubles du sommeil, qu'on a vu tout à l'heure, troubles du rythme circadien par exemple, certains syndromes rares d'hypersomnie tels que la narcolepsie par exemple, et on pourra s'aider de tests objectifs tels que les tests itératifs de latence d'endormissement, c'est de la polysomnographie de courte durée au cours de la journée pour évaluer et confirmer la somnolence et son étiologie. Ou si vous avez de l'insomnie ou autre trouble du sommeil, et là, c'est pourquoi il est important, même si le patient vient pour trouble respiratoire du sommeil, d'évaluer par l'interrogatoire et par un agenda ces troubles-là